Ludovic, je te laisse te présenter, allez. Donc Ludovic Hézon, donc je suis solution architecte auprès de la BU Microsoft Cloud. Donc je spécialisé notamment sur la partie data et IoT. Donc j'interviens auprès d'Igora régulièrement pour tout ce qui est enablement sur la partie cloud Azure. Super. Merci en tout cas d'être avec nous, Ludovic. Pour ma part, Thierry Loup, je suis directeur du développement chez Digora pour le groupe, la France, le Luxembourg et le Maroc. Et je dirais, le WebEx d'aujourd'hui, c'est justement un sujet qu'on rencontre de plus en plus chez nos clients. Pourquoi migrer de SQL Server vers cette magnifique plateforme qui est Azure? Donc, pour aborder le sujet, on vous a préparé un petit agenda. Donc on se donne une heure à peu près, Ludovic, pour aborder le sujet, une petite introduction. Ensuite, vous le voyez, pourquoi moderniser un serveur SQL et aller vers la plateforme Azure. Différents choix de migration. Il y a différentes possibilités pour arriver sur Azure, soit le faire en mode IaaS, soit en mode PaaS. Tu reviendras sur ces notions et sur les avantages et inconvénients de ces différentes trajectoires. Après, derrière, il y a tout un ensemble de services qui sont proposés par le Cloud Service Provider sur lesquels tu viendras. Un petit point sur le serverless. Qu'est-ce que le serverless et quels en sont les avantages? Ensuite, une fois qu'on a la trajectoire, c'est comment est-ce qu'on fait pour aller vers Azure. Et puis, on terminera sur comment bien préparer et gouverner un projet cloud. N'hésitez pas, vous avez accès à une rubrique questions-réponses. N'hésitez pas à poser vos questions, que ce soit Ludovic ou Mathieu qui est notre maître de cérémonie. On saura les toper et essayer d'y répondre en séance si on peut. Alors, en introduction, je vais être extrêmement rapide. Aujourd'hui, effectivement, on voit, et on l'observe tous, une migration extrêmement forte du marché vers le cloud. Là, on a repris des éléments récents publiés par IDC, où on voit la progression sur la partie gauche historique et les projections qu'on peut voir sur les années à venir. Donc, on se rend bien compte que ce soit sur la partie legacy ou les nouveaux usages, aujourd'hui, il y a une propension de plus en plus forte du marché à aller vers le cloud. Au-delà des chiffres, moi, il y a un item qui me marque année après année, c'est le fait que je crois qu'on doit être à la 2e ou 3e année consécutive où on observe que les dépenses dans le cloud deviennent plus importantes que les dépenses on-premise chez l'ensemble de nos clients. Donc, ça sous-entend évidemment une migration extrêmement large et évidemment une trajectoire vers le cloud, elle s'entend uniquement, on ne peut pas l'entendre si on ne migre pas également les données. Et tout l'enjeu du WebEx d'aujourd'hui sur la problématique Microsoft SQL, comment est-ce qu'on migre ces données vers la plateforme Azure? Ludovic? Merci Thierry pour cette introduction. Je vais essayer de vous partager en fait la vision Microsoft sur la partie base de données et comment on peut moderniser ces applications et ces bases SQL pour les migrer vers le cloud. Donc dans ce qu'on a répertorié, en fait, on voit 3 facteurs qui incitent nos clients à migrer vers Azure et vers le cloud. Donc la première, le premier facteur en fait qu'on voit, ça va être de favoriser tout ce qui est innovation en termes d'application. On va pouvoir, au travers de la plateforme Azure, pouvoir moderniser la partie applicative, pouvoir ingérer un plus grand nombre de données. C'est toujours difficile lorsqu'on est on-prem de pouvoir ingérer des quantités de données qui ne cessent de croître au sein des entreprises. Donc l'adoption d'une plateforme telle que Azure va permettre de mettre à l'échelle dynamiquement toute cette croissance de données. Ça va permettre d'accélérer la mise sur le marché de nouvelles applications. Et puis, on a sur cette partie-là, sur la partie innovation, on va pouvoir se déployer
peut-être un peu plus qu'on le fait on-prem, puisqu'on va pouvoir déployer nos bases SQL à travers le monde, puisque sur la plateforme Azure, on a 61 régions environ de disponibles et plus de 180 data centers sur lesquels on va pouvoir accueillir toute la partie données. Donc, si vous avez par exemple des sites web à déployer sur la partie North America, sur la partie Asie, déployer ces données au plus proche de ses utilisateurs va être quelque chose de facile à faire. En quelques clics, on pourra se déployer ces bases en dehors du périmètre français, notamment pour les sites web marchands, par exemple, qu'on peut retrouver. L'autre partie qu'on voit au niveau des perspectives clients quelque part, ça va être le fait d'avoir des fonctionnalités de sécurité automatisées qui sont mises à disposition par la plateforme Azure. On va les décrire un petit peu plus tard lors de la présentation. Mais on va vous libérer de beaucoup de choses et vous allez pouvoir vous concentrer sur la partie applicative et donc vous libérer du temps et sur cette partie-là. Et enfin, optimiser les coûts, on va le voir un petit peu avec toutes les différentes possibilités qui existent en termes de migration sur Azure SQL dans Azure. Soit on va migrer sur des VM, soit sur des instances managées par Microsoft. Donc le fait de migrer vos databases dans Azure vont permettre de réaliser certaines économies. On va pouvoir retrouver tout ce qui est paiement à l'usage, qui est l'une des forces du cloud. Et on va inclure dans notre plateforme Azure SQL tout un tas de mécanismes intégrés, tels que le disaster recovery, par exemple, le backup, tout un tas de services qui sont intégrés à Azure SQL et qui permettent de réduire pas mal les coûts et d'optimiser cette partie-là. Alors pour représenter ces migrations, je voulais mettre en avant deux cas d'usage. Le premier, c'est Komatsu. Komatsu, vous les connaissez certainement, ils interviennent dans le monde du BTP. C'est une société japonaise qui a décidé de passer à ce qu'on appelle Azure SQL Managed Instance ou Instance Managée Azure SQL Database. Ils ont fait une migration en l'espace de 2-3 mois en fait de tout ce qu'ils avaient on-prem. Ils ont pu diviser par deux leur coût de possession de matériel et surtout ils sont venus vers Azure pour tout ce qui est compatibilité par rapport à ce qu'ils avaient on-prem et également on va dire le fait de pouvoir se baser sur le cloud Azure de façon à avoir la compliance qu'ils avaient besoin en termes de données sur le cloud Azure, puisqu'ils ont besoin de se conformer aux lois japonaises. Et on verra un petit peu plus tard que le cloud Azure dispose de plus de 90 certifications en termes de conformité à la fois mondiale, régionale, et donc c'est un bon moyen de s'affranchir, de certifier ces data centers, par exemple. Le fait d'héberger ces données dans Azure vous permettre de bénéficier de la conformité du cloud Azure. On voit également les économies réalisées à la fois en termes de performance, mais également en termes de coûts sur cette partie-là. Donc ça, c'était le premier exemple, c'était Komatsu. Le deuxième exemple, c'est Paycheck. Paycheck, c'est un système de pointage utilisé par environ 650 000 entreprises aux États-Unis et en Europe.
Et en fait, lors de la migration, ce qu'ils avaient besoin, eux, c'est d'avoir des temps de latence extrêmement faibles, puisqu'en fait, le pointage proviennent des différents employés. Donc ça peut provenir d'un téléphone mobile, ça peut provenir d'une tablette, ça peut provenir d'un PC, ça peut provenir de plein de choses. Et en fait, le but, c'est d'accepter le pointage en moins de 2 secondes. Donc, ce qu'on se rend compte, ce qui les a intéressés en fait dans la plateforme Azure, ça a été la scalabilité de la plateforme, de façon à pouvoir accepter ces millions de pointages qui arrivent chaque jour sur des plages horaires relativement courtes, hein, puisque tout le monde arrive un petit peu sur les mêmes tranches horaires. Donc ils ont migré cette partie applicative vers Azure SQL Database, ce qui permet en fait d'avoir une application disponible en 24/7, 365 jours par an, avec toute la performance dont ils avaient besoin, des gains de coûts également, et le fait de pouvoir accepter tous ces pointages dans des temps relativement courts ont permis d'améliorer fortement l'application. Voilà, sur ces deux exemples, une migration vers Azure SQL Managed Instance et Azure SQL Database, qui font partie des success stories que je souhaitais vous partager. Alors la transformation numérique, effectivement, est devenue un impératif. On voit bien que, notamment avec la sale période qu'on traverse, beaucoup de sociétés ont pu se transformer et se moderniser et trouver des nouveaux vecteurs de croissance grâce à la transformation numérique. On peut penser à tout ce qui est livraison à domicile, tout ce qui est restauration, tout ce qui est dans l'industrie. On va essayer de remplacer tout ce qu'on va pouvoir faire par une machine par rapport à un humain. Donc une grosse transformation, et on se rend bien compte que les sociétés qui ont commencé à se transformer réussissent mieux que ceux qui sont restés dans un modèle un petit peu plus traditionnel. Alors, qu'est-ce qu'on voit en fait en termes de retour d'expérience par rapport aux clients qui ont migré vers le cloud? Donc ça a été excusez-moi, une étude qui a été demandée par Microsoft auprès du cabinet de consulting Forrester. En fait, on se rend compte que en termes d'infrastructure, le fait de passer sur Azure SQL peut réduire jusqu'à 80% des travaux d'administration. Qu'est-ce qu'on entend par là sur la partie administration? Ça va être déjà toute la partie physique à gérer, mais également toute la partie, on va dire, couche basse de l'infrastructure, qu'on va déléguer à Microsoft, qu'on va déléguer à Azure, et donc on va se libérer du temps en termes d'administration pour donner aux développeurs beaucoup plus de temps, et favoriser une innovation applicative beaucoup plus intense. Ensuite, en termes d'applications, on va pouvoir développer beaucoup plus vite ces applications, les mettre beaucoup plus vite sur le marché grâce à Azure, puisqu'on va pouvoir déployer tout ce qui est site web en quelques clics directement sur la plateforme. On n'aura plus besoin de provisionner une VM, installer son 2IS, son Apache, configurer, sécuriser. Toute cette partie-là, Azure va pouvoir le faire pour vous. Et en termes de données,
on se rend bien compte que le fait d'avoir une plateforme à l'échelle est disponible, on va beaucoup plus pouvoir s'intéresser aux données et intégrer des quantités de données beaucoup plus larges et interagir au mieux avec elles, avec des transformations basées sur du machine learning, par exemple. On va venir infuser au fur et à mesure dans nos applications un petit peu d'IA, soit via des Azure Cognitive Services qui sont disponibles, donc des modèles déjà pré-entraînés par Microsoft, ou sinon vous allez pouvoir entraîner vos propres scénarios de machine learning. Tous ces avantages en fait qui sont listés ici en termes d'infrastructure, applications et données, l'étude montre que la marge opérationnelle a été multipliée par 2 pour les sociétés qui l'utilisent et on voit que les résultats opérationnels d'exploitation augmentent par le fait d'adopter des plateformes plus modernes sur lesquelles on pourra faire plus de choses que par rapport à une infrastructure traditionnelle quelque part. Alors, quels vont être les déclencheurs d'une migration ou d'une modernisation? On les a représentés ici sous la forme de ce demi-cercle. Je ne vais pas tous les lister, mais parmi ceux qui me paraissent importants actuellement, on a cette partie-là. Donc si on voit, on se rend bien compte que nos clients, il y a beaucoup d'absorption, de fusion, de scission. Donc c'est un bon trigger en fait pour utiliser le cloud Azure, puisqu'on va pouvoir très rapidement intégrer des nouvelles bases de données et des nouvelles applications, pouvoir faire des merges entre les différentes applications lorsque 2 sociétés se rapprochent ou se scindent, on va pouvoir les décorréler. On a également de plus en plus des besoins en matière de capacité. Actuellement, le marché du hardware un petit peu tendu, les délais de livraison sur les machines sont un peu longues à venir. Donc si on a besoin de développer rapidement une application, pourquoi pas aller dans Azure pour la déployer. Et l'autre, enfin les autres triggers, vous les voyez ici, on a tout ce qui est menace de sécurité, on va le développer par la suite, on va pouvoir s'appuyer sur toute la technologie Microsoft pour s'affranchir de la gestion de la sécurité et pouvoir avoir de la détection des menaces et détection des risques directement sur nos bases SQL. On va pouvoir s'appuyer sur toute l'offre de conformité de Azure. Et puis enfin, la partie fin de support logiciel, ce que je voulais vous partager, c'est que vous le savez certainement déjà, mais SQL 2008 a été en fin de support en juillet 2019. SQL 2012 arrive en fin de support en milieu d'année 2022, donc ce sera le 12 juillet 2022, avec les security updates qui seront encore disponibles jusqu'en 2025. Donc si vous avez des bases de données relativement anciennes qui arrivent en fin de support, vous êtes quelque part un petit peu à risque si vous avez des problèmes sur ces bases. En termes de support. Donc c'est un bon moyen de se poser la question, est-ce que je franchis le pas d'aller vers Azure pour mes nouvelles bases de données pour faire cette migration. Alors pourquoi migrer dans Azure? On a déjà vu la partie, on va dire un petit peu business. L'autre partie, c'est la partie sécurité, la partie innovation et puis la partie offre. Si on parle de sécurité, vous avez ici tous les indicateurs qui sont fournis par Microsoft en termes de traitement des signaux de menaces analysés quotidiennement. Ce sont des choses que
vous, on-prem, ça demande énormément d'efforts de sécuriser son infrastructure. Quelque part, j'aurais tendance à dire que sur cette partie-là, Microsoft investit énormément sur la partie sécurité, et même si il y a beaucoup de menaces et d'attaques qui sont faites sur Microsoft. Microsoft répond toujours sur cette partie-là. La partie innovation, c'est tout ce que la plateforme va pouvoir mettre à disposition en termes d'innovation pour vos applications. Et des offres imbattables, on le verra un petit peu plus tard en termes de coûts. On a des leviers en termes de coûts, notamment avec la partie réservation d'instances et l'hybride benefit que je vais vous développer un petit peu plus tard, pour payer quelque part un peu moins cher si vous avez déjà des licences on-prem qu'on pourra récupérer sur la partie Azure. Et enfin, toute la partie hybride. On n'est pas obligé de migrer tout son système d'information dans Azure, hein. On peut travailler bien entendu en hybride, c'est ce qu'on voit de plus en plus. Si vous avez des bases de données hyper confidentielles sur lesquelles vous préférez rester on-prem, il y a pas de souci, on va pouvoir construire une infra hybride via des systèmes d'interconnexion tels que ExpressRoute ou des connexions VPN entre Azure et votre propre data center, de façon à déplacer une partie, par exemple, de vos applications non critiques ou des applications qui demandent à être rafraîchies pour être modernisées, et puis vous laissez le temps de faire petit à petit, donc de bénéficier d'un hébergement hybride entre Azure et vos propres data centers. Alors, un petit rappel, je pense que ce sont des slides que vous connaissez déjà, mais je voulais vous les partager sur la partie PaaS de Azure SQL. Donc les différences entre ce que vous faites sur site, ce que Microsoft propose en termes de IaaS, donc infrastructure as a service, et plateforme as a service. Donc sur site, vous êtes responsable avec votre partenaire Digora de l'ensemble de l'infrastructure, hein. C'est vous qui êtes responsable du data center, de l'hébergement, du choix du matériel, de la couche de virtualisation que vous utilisiez, VMware, Hyper-V, du Nutanix, choses comme ça, c'est vous qui le gérez. Vous êtes également responsable de tout ce qui est provisioning de l'OS. Tout ce qui est correctif, et puis au-dessus, hein, c'est vous qui allez installer votre SQL Server, que vous allez configurer, que vous allez mettre à jour. Vous allez également vous charger de tout ce qui est disaster recovery, sauvegarde, haute dispo, en fonction des choix que vous avez faits. Et après, toute la partie au-dessus également. Données, applications, ça c'est vous qui le faites avec Digora, mais également toute la partie au-dessus qu'il faut penser à gérer. Sur la partie IaaS, toutes les couches basses, c'est Microsoft qui s'en charge pour vous quelque part. Donc au niveau data center, ça va être toute la partie production électrique, production de la climatisation, le matériel, la sécurité des accès, et tout ça, c'est Microsoft qui le gère, jusqu'à la couche de virtualisation. Donc vous allez commencer à créer ce qu'on appelle les machines virtuelles, sur lesquelles vous allez déposer votre OS. Vous aurez le choix en termes de SQL, maintenant avec la version 2019, de déposer, enfin de faire tourner vos bases SQL soit sur du Linux, soit sur du Windows. Et puis, tel que vous le faites déjà on-prem, vous allez installer votre SQL Server et puis continuer à paramétrer l'ensemble
de façon à avoir un ensemble cohérent pour vos bases de données et vos applications. Donc ça, c'est un premier choix, choisir un modèle IaaS dans Azure avec des machines SQL Azure. Premier choix. Second choix, c'est de passer, et c'est un petit peu le sujet aujourd'hui, c'est de passer sur une plateforme PaaS, où là, on va avoir plusieurs déclinaisons de Azure SQL. C'est noté en bas, on parle aujourd'hui de SQL Server, mais sachez qu'également dans Azure, si vous avez des bases MySQL, PostgreSQL, MariaDB, vous avez également la même offre de service PaaS ou IaaS dans Azure. D'accord? Donc on n'est pas limité à simplement faire du SQL Server, on sait également travailler sur des logiciels libres sur cette partie-là. Alors la différence avec le IaaS, c'est que toute la partie couche basse et la partie SQL Server jusqu'à la haute dispo et les sauvegardes vont être gérées par Microsoft en direct, d'accord. Donc ça vous affranchit complètement de cette partie-là. Et également la partie haute, avec des mécanismes de détection des menaces et des risques qui sont mis à disposition sur les services PaaS, et également l'apprentissage automatique de la gestion de la production de la base via des systèmes de machine learning intégrés à SQL Server qui vont opérer au sein de votre base de données de façon à avoir un meilleur rendement. Donc vous allez complètement vous affranchir de tout ce qui est en bleu ciel et tout ce qui est en vert pour vous concentrer sur la partie données et la partie application. En termes de sauvegarde, par exemple, les backups sont réalisés par Microsoft. De base, on est sur un backup full par semaine. On aura une différentielle qu'on pourra targeter de 12 heures à 24 heures et un backup des logs qu'on pourra avoir entre 5 et 10 minutes. On pourra également avoir une rétention jusqu'à 10 ans de vos données. Donc ça, c'est un service qui est disponible en fait dans la partie Azure SQL Database et Azure SQL Managed Instance. Donc voilà un petit peu les trois choix qui s'offrent à vous. Alors pensez à privilégier le PaaS pour avoir une administration la plus light possible de votre côté et vous intéresser plus particulièrement aux données, aux applications. Et si vous considérez que vous avez encore besoin d'avoir du contrôle sur la partie version de SQL et système d'exploitation, vous avez toujours la possibilité de faire du IaaS dans Azure, bien entendu. Alors, on va décliner un petit peu les différentes possibilités qu'on a. Sur la Managed Instance, en fait, on va dire que ça va être le service PaaS qu'on va utiliser, qu'on va privilégier en termes de migration, de lift and shift d'une base de données dans Azure. Pourquoi? Parce qu'on va avoir une compatibilité proche de 100% en termes de parité sur les bases. Et ça va être l'outil, ce qui va être le plus simple à migrer. Ce qu'il faut savoir, par exemple, c'est que dans la nouvelle version, par exemple, de SQL 2022, vous pouvez le déployer on-prem, bien entendu, et directement dans la plateforme de management SSMS, vous avez la possibilité maintenant, c'est en train d'arriver, hein, c'est quelque chose de très nouveau, mais vous aurez la possibilité de faire votre disaster recovery directement dans Azure via une managed instance. Donc directement, via les outils de management, vous pourrez provisionner une managed instance de façon à avoir un disaster recovery dans Azure, et ce de façon native. Donc on voit bien que cette managed instance est la solution de migration rapide vers Azure. On voit ici tout ce qui est en termes de SLA disponible.
Donc on va pouvoir monter jusqu'à 99,995, donc qui est le SLA de continuité le plus élevé du secteur. On aura des performances et notamment de l'autoscaling automatique qui sera disponible. Donc une belle offre. Et bien entendu, on a toujours sur cette partie Manage Instance, contrairement à l'Azure SQL Database, la possibilité de choisir son moteur SQL. Sur Azure Database, Azure SQL Database, on n'a pas la possibilité, on utilise la dernière version stable gérée par Microsoft. On n'a pas la possibilité de choisir son moteur SQL, alors que sur la Manage Instance, on peut le faire. Donc en termes de compatibilité, c'est beaucoup plus simple pour tout ce qui est migration. Par contre, pour la partie modernisation, on sera plutôt sur une Azure SQL Database. Alors l'impact économique, on y revient toujours un petit peu, hein, ça fait partie du nerf des migrations. Donc ce qui a été, vous le voyez ici, c'est que en règle générale, le retour sur investissement apparaît à partir de 3 mois, et puis on arrive sur des taux de ROI relativement importants en cas de migration. Moi, je suis plutôt à regarder cette partie-là, c'est l'amélioration de la productivité pour les admins. On est sur 40%, et puis sur les équipes informatiques aux alentours de 20%. Donc ça dépendra bien entendu de comment vous êtes organisé. Ça demande toujours un petit peu de temps en interne pour se réorganiser et puis pour réorganiser les équipes. Mais on sait très bien que trouver des bons DBA actuellement, c'est compliqué. Ça demande beaucoup de formation. Ça demande beaucoup d'expérience également. Le fait de passer sur des services managés, notamment ceux de Microsoft, permet quelque part de replacer un petit peu les équipes et pouvoir s'intéresser un peu plus à la partie applicative et la partie base de données. En termes de sécurité, vous allez retrouver dans tout ce qui est Azure SQL, tout ce qui est protection des données, gestion des accès et la protection avancée contre les menaces. Donc tout ça de façon native. Hein, je ne vais pas tous les énumérer ici. Et puis également toute la partie conformité. J'en ai déjà parlé, mais sachez que les data centers européens Microsoft sont tous compliant GDPR avec les certifications ISO 27001 par exemple. Et puis pour la France, Microsoft fait partie des providers certifiés au niveau 6 en termes d'hébergement sur les données de santé. Donc ça peut être intéressant pour vous qui en avez besoin. Sur la partie gestion des accès, on aura un SQL Firewall qui est mis à la disposition. Et puis, de plus en plus, on va avoir un principe de gestion des identités à travers l'Azure AD. Donc, de plus en plus de clients utilisent l'Azure AD pour l'authentification. Vous le connaissez sur la partie M365 déjà, mais on va pouvoir directement maintenant gérer l'accès à nos bases SQL via l'Azure AD. Donc ça, c'est quelque chose qui est plutôt sympa en termes de dev, et puis en termes de protection en fait des identités. Et on pourra également gérer tout ce qui est rôle dans Azure pour les bases de données, en ayant des administrateurs de bases de données, des backup opérateurs, des choses comme ça, quoi. Alors, les différentes SKUs qui existent dans Azure SQL, elles sont un peu multiples. Alors, on l'a représenté ici sous forme de cube. C'est pas toujours évident de trouver la bonne SKU. Donc, on sera sur du compute, tier, provision ou serverless.
donc on va le développer juste après. La partie déploiement, on aura le choix des VM, Managed Instance et les Single Database ou Elastic Pool. Et au niveau des services tiers, on sera sur des General Purpose, Business Critical, qu'on peut apparenter. Alors le Business Critical, c'est quelque peu la version standard que vous connaissez de SQL Server, et le General Purpose, oui, c'est le standard, et le Business Critical, c'est la partie Enterprise. Et après, l'hyperscale, ça vient pour des bases pouvant aller jusqu'à 100 Tera. Alors, les machines virtuelles, je les ai déjà évoquées. Ce qui est plutôt sympa, c'est que vous allez pouvoir provisionner une machine virtuelle directement avec l'image Azure SQL qui est fournie par Microsoft. Donc, ça peut être un gain de temps pour le provisioning. Ensuite, sur les managed instances, donc je vous rappelle, avec une offre de compatibilité haute par rapport à ce qu'on a on-prem, on pourra déployer soit une instance unique, soit un pool d'instances, donc en fonction de ce qu'on a besoin, soit on fait une managed instance avec une seule base de données à l'intérieur, donc c'est l'instance unique, ou un pool d'instances, où là on pourra mettre plusieurs bases de données. Et sur la partie modernisation, on utilisera soit des bases de données uniques avec Azure SQL, ou des pools élastiques, où on pourra provisionner par exemple, on va réserver une capacité CPU RAM pour un pool élastique dans lequel on mettra plusieurs bases de données. Donc on aura un coût fixe pour l'ensemble de nos bases de données, quelle que soit la charge qu'on aura. Alors, en termes si on est sur la partie Azure SQL pure, pas la managed instance, on aura deux modes de provisionnement disponibles. Soit le modèle DTU, donc qui permet d'avoir une évolutivité fixe entre la partie CPU, RAM et stockage. Donc on commencera avec du S10, du S100, des choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment une belle offre pour commencer à redéployer des nouvelles applications. On a beaucoup de clients qui utilisent ce modèle DTU parce que c'est très économique. Les premières SKU commencent à une centaine d'euros. Donc pour commencer à moderniser une application, c'est plutôt sympa. Et puis on pourra scaler au fur et à mesure et même rebasculer après sur un modèle plus traditionnel avec le modèle vCore qu'on connaît un peu plus, sur lequel on va choisir son vCPU et sa RAM en fonction de sa charge. Donc on peut migrer de l'un à l'autre sur la partie Azure SQL Database. Vous pourrez faire des économies en fait sur la partie Azure SQL en choisissant des leviers pour ces économies. Le premier levier, c'est le fait de réserver des instances Azure SQL. Vous pouvez le faire sur 1 an ou 3 ans, donc bénéficier des économies à l'échelle. Et puis, si vous avez des licences SQL Server que vous utilisez on-prem, vous avez la possibilité de les migrer vers Azure, donc soit sur les VM, soit sur les services PaaS, à condition que vous ayez la software assurance. Si vous n'avez pas la software assurance, on ne pourra pas bénéficier de Azure Hybrid Benefit. Vous serez obligé de racheter cette partie de licensing. Donc si on cumule l'ensemble, les économies de réservation et d'Azure Hybrid Benefit, on peut monter jusqu'à 80% d'économie. Un petit chapitre sur le serverless. Donc ça, c'est le serverless, on en a parlé tout au-dessus. C'est qu'en fait, on va... alors le mot est un peu mal choisi des fois, parce qu'on se dit il n'y a pas d'infrastructure en dessous. Bien entendu qu'il y en a forcément.
On est plutôt sur un modèle, on va pas voir l'infrastructure, mais il y en a forcément une dessous. C'est plutôt intéressant pour des workloads qui sont pas prédictifs et sur lesquels on ne sait pas trop comment la base de données est sollicitée. On est plutôt sur un schéma comme vous le voyez ici, où en fait notre base elle est sollicitée à un moment, puis après elle dort, et puis après ça remonte un petit peu, plutôt que d'avoir un modèle relativement stable, où là on sera plutôt sur des instances qu'on provisionnera avec du vCore ou du DTU. Donc l'avantage de ce scénario-là, c'est que vous aurez des mises à l'échelle automatique des ressources de calcul. On pourra mettre sa base en pause et reprendre par la suite. L'avantage, c'est qu'on sera facturé à la seconde. Donc au lieu d'être facturé au mois sur ce qu'on va provisionner, là on sera facturé à la seconde en fonction de sa charge. Donc il y a un petit schéma juste après. Donc la fonctionnalité est la même, hein, vous avez exactement la même fonctionnalité en termes de backup, disaster recovery, choses comme ça, mais par contre en termes de paiement, ça se passe différemment. On le voit ici sur le schéma, je ne vais pas tout vous commenter ici, mais typiquement vous allez provisionner sur Azure un minimum et un maximum, donc là on est sur un vCore et 4 vCore, et en fait vous voyez que la partie qui vous sera facturée, c'est la partie des hachures bleues ici, plutôt que si vous étiez en gros, pour être tranquille, vous auriez provisionné 4 vCore ici et vous auriez été facturé pendant tout le mois des 4 vCore. Là l'avantage, c'est que pendant la période où la machine est peu sollicitée, vous êtes facturé uniquement vous êtes facturé de 1 vCore tout le temps, sauf pendant la partie d'inactivité ou de pause, parce que vous avez la possibilité de facturer. Et lorsque vous montez à 4, vous êtes facturé à 4, mais si vous êtes aux alentours de 3, vous serez facturé que de 3 et à la seconde. Donc ça permet vraiment de faire des belles économies sur certains workloads qu'on maîtrise et sur lesquels vous n'avez pas trop de prédictivité. Ça permet d'avoir des coûts plus lissés et d'avoir quelque chose de plus économique par rapport à quelque chose qu'on va provisionner ici. Donc voilà un petit peu ce qu'est le serverless, très rapidement, pardon, sur cette partie-là. Donc voilà pour les différentes SKU qui existent dans Azure. Je vais vous montrer un petit peu quels sont les chemins pour une migration. Donc si vous êtes en local comme actuellement, hein, deux choix. Le premier choix, moderniser sur site, pas de souci, hein, vous pouvez toujours le faire en mettant à niveau vos versions de SQL Server sur 2019, bientôt 2022, ou sinon vous posez la question d'aller sur des Managed Instances, donc notamment le Azure SQL Managed Instance qui va vous permettre de faire une migration relativement rapidement. Ça permettra également de s'affranchir en fait des fins de mise, des fins de support. Et l'autre possibilité, c'est bien entendu de faire de l'Azure SQL sur les VM, auquel cas vous pouvez migrer directement sur une image SQL Server 2019, ou sinon rester en l'état en provisionnant une VM sur 2012, sur 2017 par exemple. Donc voilà un petit peu les choix que vous avez pour la partie migration. Je vous rappelle que pour la partie innovation, on sera plutôt sur l'Azure SQL instance plutôt que la Managed Instance. Les outils, on a parlé de migration. Microsoft met à niveau plusieurs outils de migration. Donc il en existe d'autres via des éditeurs tiers.
les outils qu'on utilise. Donc on va pouvoir utiliser différentes sources, hein. On n'est pas obligé de migrer uniquement du SQL Server, on va pouvoir migrer par exemple de l'Oracle vers du PostgreSQL, c'est ce qu'on voit un petit peu souvent. Donc les outils, on a Azure Migrate, on a Data Migration Assistant, et puis Azure Database Migration Service qui nous permet en fait de faire des migrations quasiment à chaud avec des temps d'interruption très très faibles, puisqu'on aura un principe de réplication de la base de données et par la suite le transfert des derniers logs avant le cutover et le fait de remettre en fonction sa base de données. Le principe, vous le connaissez, et Digora est bien entendu là pour vous accompagner en fait sur cette phase de migration, et Thierry va le développer juste après. Donc sur la partie assessment, la partie évaluation, la partie migration, sur lesquelles Digora intervient, et puis après sur toute la partie cost management et la partie security management. Cost management, on a des outils internes à Azure qui sont disponibles, et puis toute la partie sécurité management qu'il faudra bien sûr opérer pour tout ce qui est pendant toute la phase de run. Donc un accompagnement à la fois sur le build et sur le run, avec des outils disponibles sur la plateforme Microsoft et sur lesquels Digora vous accompagne au jour le jour. J'en ai fini pour ma partie, je vais laisser Thierry. Merci beaucoup Ludovic, en tout cas c'était très éclairant et très très bien détaillé, donc merci pour ces éléments. Donc de manière plus générale, parce qu'aujourd'hui on parle effectivement comment migrer de SQL on-premise vers Azure. De manière plus globale, effectivement, on souhaitait juste refaire un petit peu un état des lieux des bonnes pratiques pour qu'un projet de migration vers le cloud se passe le plus sereinement possible. Donc Ludovic, si tu peux passer au slide d'après, s'il te plaît. Donc oui, on a identifié quelques grandes étapes pour s'assurer que cette trajectoire vers le cloud se passe le mieux et le plus sereinement possible. Bien souvent, ce qui est préconisé, c'est ce que tu évoquais juste avant, Ludovic, c'est faire un assessment, parce que bien souvent, alors, sauf quand on part sur des nouveaux usages auquel cas on va construire directement des applications ou des usages qui sont cloud natifs, donc auquel cas, j'ai envie de dire là-dessus, ce que tu as présenté, Ludovic, était très clair. Aujourd'hui, il y a plein de services, il y a plein de solutions qui existent. Maintenant, dès lors qu'on va travailler sur des couches un peu plus legacy, avec un historique, il convient d'ouvrir un petit peu le capot, savoir un petit peu ce qu'on va migrer, quels sont les éléments techniques qu'il faut prendre en compte. Il y a des éléments parfois réglementaires. Tu évoquais tous les clouds aujourd'hui, tous les cloud service providers ne peuvent pas accueillir des données de santé, des données parfois quand certains de nos clients sont sur des secteurs sensibles, ils peuvent être des OIV. Tout ça, c'est des éléments qu'il convient de regarder bien en amont. Il y a un élément souvent qui est trop mis de côté, qui est la partie sécurité, qu'il faut penser également dès le départ, pour être certain de ne pas se tromper, et derrière, entre guillemets, identifier la bonne trajectoire. Et parfois, la trajectoire, c'est un cloud service provider. Dans certains cas de figure, ça va être de l'hybridation également. Conserver certaines stacks on-prem chez vous, derrière vos firewalls, et d'autres éléments qui peuvent être effectivement migrés vers un cloud service provider. Ensuite, il y a la migration à proprement parler. Comment est-ce qu'on va porter ces workloads vers le cloud? Typiquement, dans les différentes les cas d'usage que tu présentais, quand on va être sur des instances managées, parfois, il faut penser un petit peu différemment le système d'information, donc il faut le faire légèrement évoluer pour qu'il soit parfaitement opérationnel au sein du cloud. Ensuite, il y a la partie ce qu'on appelle les services opérés dans le cloud. Il y a déjà des instances pré-managées, mais comment est-ce qu'on s'assure que
La base de données va bien discuter avec le stack applicatif ainsi qu'avec les couches basses réseau avec le bon niveau de sécurité. Quelle surveillance on va apporter là-dessus pour avoir le niveau de disponibilité, le service 24/7 avec attendu pour les clients ou les utilisateurs. Et le dernier point, qui est la partie FinOps, comment est-ce que je gouverne un petit peu l'usage que je fais du cloud? C'est parfois pas simple, parfois ça fait même peur. Pourquoi? C'est que on va être amené à être facturé sur des items sur lesquels on n'était absolument pas habitué quand on vient du monde on-prem. Dans certains cas de figure, sur certains environnements, on peut être facturé sur du trafic sortant, sur des accès disques, etc. Donc comment est-ce que je comprends ma facture cloud? Comment est-ce que je m'assure que j'utilise correctement chaque euro dépensé dans le cloud? Si tu vas sur le slide d'après, juste pour détailler voilà, la partie FinOps, c'est exactement ce qu'on vient de dire. C'est contrôler ce que vous dépensez, avoir la bonne visualisation en temps réel, si vous le souhaitez. Comprendre, et ça également, faut savoir se faire accompagner sur quelles sont les métriques, à quoi correspond telle ligne, pourquoi est-ce que j'ai été facturé de tel item et de tel service. Et ensuite, toujours dans cette réflexion d'optimiser. Est-ce que sur 100% de cloud facturé, est-ce que j'ai la bonne adéquation avec la valeur business que j'entrevois derrière? Est-ce que j'utilise correctement mes dépenses cloud? Donc typiquement, tout ce qu'on vient de se dire, c'est exactement la démarche que Digora se propose d'apporter auprès de nos clients. Donc on le fait de manière au plus proche, puisqu'on a une capillarité sur la France, le Luxembourg et le Maroc pour être au plus proche de vous et vous accompagner sur ces différents challenges qui sont absolument passionnants. Je ne vais pas détailler les chiffres, Ludovic. Si tu peux passer au slide d'après, ouais, merci beaucoup. Et un des éléments aujourd'hui et un des virages qu'on est en train de prendre avec vous, avec nos clients, c'est justement, là on a beaucoup parlé du contenant, la base de données, comment est-ce qu'on la fait évoluer, comment est-ce qu'on l'amène vers le cloud. De plus en plus, on accompagne nos clients autour de ce qu'on appelle le data management pour s'intéresser de plus en plus au contenu de la base de données, puisque c'est là que réside la valeur. Comment est-ce qu'on identifie les valeurs au sein de votre SI ou en extérieur, comment est-ce qu'on valorise ces données, comment est-ce qu'on les sécurise, comment est-ce qu'on les opère et on les pilote. Donc tout l'enjeu qui est derrière, c'est accompagner nos clients sur la valorisation de leurs données, qu'elles soient dans le cloud, idéalement dans Azure, bien sûr, Ludovic, évidemment. Alors, je ne sais pas s'il y a eu des questions dans le fil de discussion. Alors, on a eu quelques questions. D'accord. Une question pour toi. Oui. Bien entendu, une fois migré dans Azure, la migration des données est entièrement gérée par Digora. Là-dessus, sur le slide où on avait les 4 briques, la partie Cloud Assessment, migration, service opéré, FinOps, c'est une offre qui se veut modulaire. C'est-à-dire qu'il y a des clients qu'on rencontre qui ont déjà migré et qui, au regard de la criticité des données qu'ils vont y avoir mis, souhaitent avoir un service de cloud opéré. Certains ne nous sollicitent que sur la partie FinOps. Les 4 briques, entre guillemets, c'est une trajectoire qu'on propose et on est tout à fait en capacité d'intervenir dans certains cas uniquement sur le Cloud Assessment, parfois que sur la migration et le client va opérer lui-même les différentes couches. Donc nous, aujourd'hui, quand on accompagne un client dans Azure, c'est absolument pas pour le verrouiller sur quoi que ce soit. On est une société de service, on est là pour compléter et apporter une chaîne de valeur au client. Le client, il choisira les différents maillons de cette chaîne. Merci. Alors, il y avait une question à laquelle j'ai répondu directement dans le chat, c'est le service est en passe, quels sont les types de connexions possibles pour accéder au service SQL? Donc là, j'ai évoqué lors de la présentation la connexion via ExpressRoute. Donc ExpressRoute, c'est un lien dédié entre votre propre data center
et les data centers Azure. Donc vous aurez des coûts de connexion côté opérateur et côté Azure ExpressRoute. Ou sinon, vous avez des liens possibles via des passerelles VPN, donc des passerelles VPN disponibles dans Azure sous la forme de service pass, où vous pouvez monter vos propres appliances VPN si vous faites du F5, d'autres outils tiers à l'intérieur d'Azure. Donc voilà les questions. Et puis, il y avait une partie sur la réversibilité des bases de données et des sauvegardes. Donc réversibilité, sur tout ce qui est IaaS, vous avez accès à vos backups, puisque c'est vous qui continuez à les opérer, donc vous aurez tout loisir à migrer dans l'autre sens si vous avez besoin de réversibilité sur cette partie-là. Sur la partie pass, l'extract des backups est également possible. Il faut passer par le support Microsoft de façon à ce que vous puissiez y avoir accès pour les restaurer vers le on-prem. Merci infiniment. Et puis, on vous souhaite un très bon appétit et une très bonne fin de journée. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.